Salut! Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui a souvent été l'objet de controverses dans le domaine du showbiz, à savoir les standards de beauté. Tout d'abord, je tiens à préciser que le monde du showbiz regroupe des domaines diversifiés tels que la musique, le théâtre, le cinéma, la télé-réalité ou encore le monde de la politique. Donc la question à laquelle je voudrais répondre dans ma vidéo est: la beauté est-elle encore un impératif pour réussir dans ces domaines-là? Et si tel est le cas, qu'est-ce que cela peut poser comme problème? Tout d'abord, je voudrais revenir sur la définition de la beauté. Bien que cette notion peut être éminemment subjective, chacun pouvant trouver beau ce qu'un autre jugerait laid et réciproquement, la beauté est néanmoins régie par des normes, des proportions et des règles objectives, et ce depuis la nuit des temps. Souvent, les canons de beauté ont été déterminés par la symétrie et des proportions basées sur des rapports mathématiques, tels que le nombre d'or et la suite de Fibonacci par exemple. Par ailleurs, on constate que les standards de beauté varient selon les époques. La Vénus de Willendorf, qui serait en fait une déesse de la fertilité datant du Paléolithique supérieur, est dotée d'attributs physiques que l'on qualifierait d'ingrats à notre époque. Gros ventre, grosses fesses, grosses cuisses et seins élargis. Idem pour le peintre Pierre-Paul Rubens au XVIe siècle, qui mettait en valeur la cellulite des femmes afin de satisfaire le goût de ses collectionneurs. Ou encore pour le peintre Auguste Renoir au XIXe siècle, avec ses baigneuses, femmes nues dont il accentue les poignées d'amour. Par ailleurs, selon les différents types de courants de peinture au XIXe siècle, on assiste à l'émergence de plusieurs types de standards de beauté. L'époque romantique faisait l'éloge des sentiments tourmentés et de la mélancolie, et paraître fragile et malade était devenu un impératif de beauté chez les femmes. Celle qu'on appelait la belle malade avait un physique maladif, avec des cernes marquées sous les yeux, des joues creuses et un teint blafard. Cela n'est pas sans rappeler la vogue de l'héroïne chic dans les années 90, avec pour figure iconique Kate Moss, mais avec une silhouette beaucoup plus mince et androgyne, un physique que l'on jugerait d'anorexique. Au XIXe siècle, il y avait un autre type de beauté qui coexistait avec la belle malade, la femme bourgeoise. C'était une femme au physique charnu, reflet d'une maternité épanouie et d'une bonne santé générale. La comtesse de Castiglione, que l'on considère comme le premier mannequin de l'histoire, en est la plus parfaite représentation. De la même manière, le corps aux formes voluptueuses sera remis au goût du jour avec l'actrice Marilyn Monroe dans les années 50 et l'actrice Scarlett Johansson dans les années 2000. Et puis, toujours au XIXe siècle, il y avait deux tendances opposées en peinture quant à la manière de représenter le nu féminin: l'art réaliste et l'art académique. D'un côté, l'art réaliste cherchait à représenter les corps tels quels, dans sa réalité la plus crue. D'un autre côté, l'art académique idéalisait les corps afin de les faire correspondre à des canons. Dans La naissance de Vénus, le peintre Alexandre Cabanel représentait des femmes avec des courbes sensuelles accentuées, une taille très mince et des hanches larges. Parce qu'on considérait qu'avoir une taille mince était un indice de bonne santé générale, tandis qu'avoir des hanches larges était un indice de fertilité. Au XXIe siècle, des chanteuses comme Shakira, Jennifer Lopez, Beyoncé ou encore Rihanna correspondent tout à fait à ce standard de beauté. Avant que Kim Kardashian ne devienne le corps modèle ultime, le slim sick. À partir du XXe siècle, les artistes d'avant-garde vont remettre en question la traditionnelle conception du beau dans l'art. Le célèbre tableau de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, a suscité un choc chez ses contemporains. En totale opposition avec les canons esthétiques d'Ingres, qui valorisaient les courbes et la symétrie, les nus féminins de Picasso se distinguaient par des déformations anatomiques, par des formes angulaires et asymétriques. Par la suite, des peintres tels que Francis Bacon et Lucian Freud ont contribué à transformer la représentation du nu féminin. Francis Bacon peignait des figures difformes, voire à la limite de la monstruosité. Quant à Lucian Freud, il s'intéressait à la déformation des corps féminins après la maternité. Enfin, si les canons de beauté varient selon les époques, ils varient aussi selon les cultures. Par exemple, on retrouve les femmes girafes dans certains pays d'Asie et d'Afrique, les femmes à plateau en Éthiopie, les femmes aux dents noires au Japon, les femmes au lobe allongé sur l'île de Bornéo. La beauté n'est donc pas une notion universelle.
S'il existe bel et bien un domaine dans lequel les standards de beauté dominent, c'est le secteur de la mode, bien sûr. De son vivant, le créateur Karl Lagerfeld avait tout fait pour défendre et légitimer l'anorexie sur les podiums. Les grosses étaient exclues de ses défilés. Dans la mode, la norme est d'une taille d'environ 1,80 m, une silhouette très mince, filiforme, voire androgyne. Pas de fesses, pas de hanches, pas de seins. Les produits de luxe, s'adressant exclusivement à des classes sociales supérieures et aisées, la minceur est associée à la réussite sociale et à la richesse matérielle. Quand vous êtes mince, cela signifie que vous êtes plus porté sur les choses de l'esprit que sur celles du corps. Par ailleurs, les personnes grosses sont perçues comme fainéantes, relâchées et apathiques, tandis que les personnes minces sont perçues comme travailleuses, dynamiques et disciplinées. Néanmoins, il y a eu des mannequins qui ont fait exception. Kate Moss, qui était relativement de petite taille, Laetitia Casta, qui était jugée comme trop grosse et trop petite, et Gisèle Bündchen avec son physique athlétique. Et puis la vogue récente du body positive a aussi énormément cassé les codes en vigueur. Depuis ces dernières années, cette trend cherche à éradiquer la notion de norme dans la mode. On a pu voir défiler sur les podiums des transsexuels, des rondes, des naines, des handicapés, des mutilés, des physiques atypiques de toutes sortes. On cherche désormais à valoriser des profils que l'on jugeait rebutants auparavant. Et certaines mannequins au profil atypique sont devenus célèbres. Par exemple, la mannequin noire atteinte de vitiligo Winnie Harlow est devenue un véritable modèle de réussite. Elle a fait d'ailleurs son apparition dans le clip Guts Over Fear d'Eminem en duo avec Sia. Il y a eu aussi Ashley Graham, un mannequin plus size qui est devenu une véritable icône de mode. Et puis Melanie Gaidos, une mannequin sans dents, sans cheveux et sans pores, qui a fait son apparition dans un clip de Rammstein et qui est même devenue actrice dans le film Tous les dieux du ciel réalisé par Quarks. Cependant, Winnie Harlow et Melanie Gaidos sont tout de même conformes au nom du mannequinat, puisqu'elles sont toutes les deux très grandes et très minces. Enfin, cette tendance du body positive a tellement marché que Rihanna a même utilisé l'argument de l'inclusivité afin de faire la promotion de sa marque de lingerie Savage Fenty, ce qui a par ailleurs précipité le déclin de Victoria's Secret. À la différence des milieux de la musique, du théâtre et du cinéma, la notion de talent n'existe pas dans le domaine du mannequinat et de la télé-réalité. Comme le disait Inès de la Frésange dans sa biographie, un mannequin ne crée pas. Ce qu'on demande juste aux filles, c'est d'être de bons cintres. De même, participer à une émission de télé-réalité ne requiert aucun talent de la part du candidat, excepté pour une émission telle que Star Academy, qui rassemble à la fois télé-réalité et télécrochet. Cependant, même si les candidats de télé-réalité sont des candidats tout à fait ordinaires, on remarque que beaucoup d'entre eux ont un physique avantageux et ont eu même recours à la chirurgie esthétique. Parmi les plus célèbres, on retrouve Loana, la première gagnante de télé-réalité, Nabila, Maïva Guénam ou encore Kim Kardashian. La chirurgie esthétique semble même être devenue une norme dans ce milieu dans lequel les stéréotypes de genre y sont beaucoup plus présents qu'ailleurs. Je me trouve plutôt normale. Je dis, bon, je suis pas belle, pas laide. Je me suis trouvée toujours dans la moyenne. Et je fais un métier où souvent l'apparence est très importante, surtout pour une femme. Quand j'ai commencé ce métier, pour jouer, les jeunes filles jouaient des jeunes premières, c'est-à-dire des rôles où il faut être jolie, il faut être gracieux. Et j'étais pas tout ça. Et je me disais, bon, pourquoi il y a des garçons qui n'ont pas des physiques terribles et qui jouent, et pourquoi ce ne serait pas la même chose pour les filles? Voilà. Pour moi, il y avait une différence de traitement. Donc je me suis dit, je vais devenir vedette. Je vais devenir vedette parce qu'il n'y a pas de raison que je ne devienne pas. Voilà. Dans le domaine du cinéma, même si les exigences demeurent plus élevées pour les femmes, les impératifs de beauté s'imposent autant aux hommes qu'aux femmes. Par exemple, je pense à l'acteur Tom Cruise qui a dû se refaire les dents quand il était jeune. C'est vrai que sans ça, on s'imagine aisément que sa carrière d'acteur n'aurait peut-être pas décollé. Tandis que dans le cas de Brad Pitt, une journaliste expliqua que s'il avait été recruté à ses débuts, c'est uniquement grâce à son physique avantageux et qu'on ne se demandait même pas s'il avait du talent ou pas. En ce qui concerne les actrices à Hollywood, on remarque que certaines d'entre elles sont passées par le mannequinat à leur début. L'une des raisons qui pousse ce producteur de cinéma à miser sur la beauté des acteurs, c'est leur rentabilité avant tout. Avoir à l'affiche un bel acteur ou une belle actrice,
c'est presque une garantie de réussite. Mais à part ça, on remarque tout de même que le jeunisme discrimine davantage les femmes que les hommes dans le secteur du cinéma. On a notamment révélé que le salaire des acteurs reste stable, voire augmente à partir de la quarantaine, tandis que celui des actrices a tendance à décroître. Dans le domaine de la musique, cette discrimination liée à l'âge a été soulevée par la chanteuse Madonna. Dans un discours qu'elle a tenu au Billboard Women in Music en 2016, celle-ci affirmait que vieillir en tant que femme dans l'industrie musicale était considéré comme un péché. Par ailleurs, elle a fait la remarque qu'on ne reprochait ni à Spielberg ni à Picasso d'être trop vieux pour faire leur métier. En effet, on pourrait croire que le secteur de la musique, dans lequel a fortiori l'image a une importance relative, est épargné par le diktat des standards de beauté. En réalité, il n'en est rien. Par exemple, le chroniqueur Fabien Lecoeuvre a reproché à la chanteuse Oshi d'être moche. Ou encore, on a reproché aux chanteuses Amel Bent, Louane ou encore Adele d'être trop roses. On a aussi reproché au chanteur Ed Sheeran d'être roux. Pourtant, cela n'a pas empêché ces artistes d'avoir du succès et d'être appréciés par le public. Par ailleurs, des artistes dont on jugeait le physique laid ont tout de même réussi dans le domaine musical grâce à leur talent et à leur personnalité. La laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'elle ne disparaît pas avec le temps. Dans le domaine de la musique classique, pourtant restreint à une bulle d'amateurs, on remarque que le physique des interprètes a aussi pris énormément d'importance. On voit que c'est un critère qui a aidé la carrière de certaines pianistes par exemple. Alors je crois que si ce milieu mise autant sur la beauté physique de ses interprètes, c'est aussi pour attirer un nouveau public qui ne se serait sinon pas intéressé à la musique classique. Le physique a aussi pris son importance dans le monde de l'opéra. C'est ce que révèle la soprano Lisette Oropesa, dont les débuts ont été difficiles car elle a souvent été discriminée à cause de son surpoids. En fait, cela n'est pas un phénomène nouveau. Au cours de sa carrière, Maria Callas a dû perdre énormément de poids afin de décrocher les rôles et de devenir plus populaire auprès de son public. En 2004, la chanteuse Deborah Voigt s'est vue refuser un rôle à cause de son surpoids, parce qu'elle ne pouvait pas rentrer dans la robe qui a été spécialement conçue pour le rôle. En fait, ce qui pose problème, c'est que les metteurs en scène, ils veulent que les interprètes soient crédibles visuellement, qu'ils ressemblent aux personnages qu'ils interprètent. Néanmoins, dans l'opéra, c'est la voix qui prime avant tout. Et on a souvent pensé que les chanteurs à forte corpulence avaient plus de coffre que les autres, que c'était eux les meilleurs chanteurs. Une idée reçue qui me semble difficile à prouver avec certitude, car la soprano coloratour Nathalie Dessay ne correspond absolument pas à ce type de gabarit. Enfin, pour ce qui est du monde de la politique, les gens te diront qu'ils votent avant tout pour les idées du candidat. Mais dans le cas de Barack Obama par exemple, on peut se demander si son physique, sa jeunesse, le fait qu'il soit black, n'est pas joué en sa faveur. C'était peut-être plus pour l'image qu'il représente que pour le contenu de son programme qu'on a voté pour lui. J'ai aussi souvent pensé que c'était le cas pour Emmanuel Macron par exemple. Néanmoins, la beauté d'un artiste peut aussi s'avérer problématique. Là est le paradoxe. Alors qu'on considère qu'être beau semble être un réel avantage afin que les showbiz puissent ouvrir ses portes, on considère aussi que la beauté peut être un frein à l'évolution d'une carrière. Souvent, les critiques sont plus dures envers les actrices au physique avantageux quant à leur hypothétique talent. Par exemple, on a souvent remis en question les talents d'actrice de Monica Bellucci. Beaucoup de critiques de cinéma ont dit que c'était une mauvaise actrice. À l'instar de Marilyn Monroe, on ne prenait ni Jessica Alba ni Megan Fox au sérieux. On les a souvent réduites à leur physique de sex symbol dans les films. Jessica Alba n'a jamais connu de grand succès au cinéma, idem pour Megan Fox. Parfois aussi, la beauté des actrices peut empêcher la reconnaissance de leur talent. Suite à la sortie du film L'échange en 2008, Clint Eastwood a déploré le fait que Angelina Jolie puisse avoir le plus beau visage de la planète. Dans le magazine The Telegraph, il a même ajouté « Elle hypnotise les gens qui ne voient pas toujours l'incroyable actrice qui se cache sous son physique de rêve. » Dans le domaine de la musique, si l'on prend le cas de la chanteuse Rihanna, elle a avant tout été repérée à ses débuts grâce à son physique avantageux. Elle avait même remporté un concours de beauté à la Barbade. Mais au niveau du chant, c'était pas vraiment ça. Les producteurs l'ont prise quand même. Ils ont dû penser que le chant, ça peut toujours se travailler, et puis en plus avec l'autotune, on peut tout arranger maintenant.
À la base, Rihanna c'était donc un pur produit marketing. Ce qui fait qu'on ne lui reconnaît aucun talent musical. On dit juste qu'elle a eu la chance d'avoir été bien entourée à ses débuts et que le producteur Jay-Z puisse apprendre sur son aile par la suite. D'une manière générale, les artistes qui misent tout sur la beauté physique risquent de ne pas durer sur le long terme. Depuis des années, il semblerait que Rihanna ne parvienne plus vraiment à relancer sa carrière de chanteuse et qu'elle entame déjà son déclin. Désormais, elle est devenue une businesswoman, bien plus occupée par le lancement de ses produits de beauté et de sa marque de lingerie. Pour en revenir au cinéma, il y a des acteurs gâtés par la nature qui ont dû batailler pour décrocher des rôles intéressants et prouver qu'ils avaient du talent. Ce fut le cas de Brad Pitt par exemple. Parfois, certains acteurs ont dû même s'en les dire pour parvenir à la consécration. Pour le rôle d'une prostituée devenue serial killer dans Monster, l'actrice Charlize Theron a dû opérer une transformation radicale. Elle en a épaté plus d'un en interprétant un rôle anti-glamour par excellence. Beaucoup de professionnels du cinéma l'ont alors acclamée pour cette performance osée. Quant à l'acteur rebelle Johnny Depp, il en avait marre que sa belle gueule soit exploitée dans la série 21 Jump Street. Lorsqu'il a commencé à s'en dire pour les films de Tim Burton, notamment dans le film Edward aux mains d'argent, il est devenu une véritable icône populaire au cinéma. Ce fut donc le début d'une longue carrière pour Johnny Depp. Enfin, les personnalités du showbiz trop belles peuvent nous paraître antipathiques et en devenir impopulaires. Cela est souvent le cas pour les candidats de télé-réalité, ou encore pour Brad Pitt. Je connais des gens qui détestent Brad Pitt. Je fais partie de ces gens qu'on adore détester. Je n'en veux pas aux gens, c'est génétique. Des femmes ont critiqué Kim Kardashian et Megan Fox pour faire la promotion d'un modèle antiféministe, car elles réduisent la réussite d'une femme à ses atouts physiques. Et puis des mannequins tels que Bella Hadid et Kendall Jenner sont détestés. Les internautes reprochent à Kendall Jenner d'être méchante, hautaine et mal élevée. En revanche, y aurait-il un avantage à être laid dans le showbiz? Eh bien oui, en fait. C'est vrai que la beauté ça fait rêver, mais les gens qui ne sont pas à la hauteur des standards imposés par la société seront tout de même ravis d'avoir des artistes dotés des mêmes failles que eux, et auxquels ils pourront plus facilement s'identifier. Les artistes qui sont dotés d'un physique ordinaire nous paraissent d'emblée plus sympathiques. On éprouve davantage d'empathie à leur égard. Comme je le disais déjà avant, la laideur n'a pas empêché certains chanteurs et chanteuses de réussir. Il existe même des artistes qui valorisent tout ce que la société a coutume de trouver laid et anormal, tels que Lady Gaga et Marilyn Manson. À ses débuts, Lady Gaga se trouve moche, mais a pu miser sur un look extravagant et une imagerie baroque qu'elle a pu développer tout au long de ses clips. Sans compter que cette artiste a du talent. On disait d'elle que c'était une enfant prodige qui a pratiqué le piano classique dès son plus jeune âge. En 2011, elle lance le coup d'envoi avec sa chanson Born This Way et devient une icône gay. Quant à Marilyn Manson, son esthétisme grotesque, que l'on a souvent taxé de laideur et d'obscénité, vise à contester la société américaine, dans laquelle il existe un véritable diktat de la beauté et de la réussite sociale. Dans son documentaire Bowling for Columbine, Michael Moore questionne Marilyn Manson quant aux raisons qui ont pu pousser les deux jeunes à commettre un attentat dans leur lycée. Et alors, il a répondu que les standards de beauté et les impératifs de réussite sociale exercent une certaine pression sur les jeunes. Ils contribuent de ce fait à créer un malaise social. Lady Gaga et Marilyn Manson ont été des porte-paroles pour des femmes qui se sentent différents et non conformes à ce que la société attend d'eux. Ces artistes ont permis aux jeunes de ne pas perdre l'estime d'eux-mêmes. Certains estiment que Lady Gaga leur a même sauvé la vie et les a rassurés au moment de l'adolescence. Autre point que j'ai remarqué, c'est la différence qui existe entre le cinéma français, qui nous montre des acteurs au physique ordinaire, et le cinéma américain, qui met en valeur des acteurs à la beauté exceptionnelle. Je crois que ce qui explique cette différence culturelle, c'est qu'aux États-Unis, il existe un culte de l'apparence physique qui va de pair avec le culte de la réussite sociale. En France, un acteur se doit avant tout d'avoir une gueule, belle ou pas. La France est une culture de la profondeur, tandis que les Américains sont plus superficiels. Cependant, même un acteur comme Vincent Cassel, dont le physique est assez ordinaire, est devenu un sex symbole et a fait carrière à Hollywood. Elle a cherché où cette force, toi? J'avais pas trop le choix, c'est-à-dire qu'à un moment tu te dis bon ok, t'écoutes ce que les gens disent, tu te dis mais je peux pas, tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à me faire refaire la gueule,
à faire de la muscu, à faire, tu vois, à essayer de rentrer dans un, comme un peu tout le monde fait aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde veut ressembler, tout le monde veut se faire refaire le nez, veut ressembler au mec de machin, en fait, tu vois, ça devient des stéréotypes, les gens veulent rentrer dans des stéréotypes qui nous sont proposés par des filtres, par des reels, des machins, etc. Alors qu'en fait, si tu t'acceptes toi et que tu te vis bien, quelle que soit ta gueule, quel que soit ton truc, en fait, les gens, ils ont envie de ressembler à quelqu'un qui se sent bien. Donc en fait, faut s'accepter en fait. Je pense que c'est vraiment le seul truc. Et s'accepter et puis utiliser. Je crois que c'est Edith Piaf qui disait utilise tes défauts et tu te seras une star. Pas besoin de se changer, il faut savoir, il faut être clair avec ce que t'es et l'utiliser au mieux possible. Tu ne peux pas composer avec ce que t'es pas. Par ailleurs, ce qui distingue le cinéma français du cinéma américain, c'est qu'il comporte plus de comédies que de films dramatiques. Grâce à sa carrure et à son physique imposant, qu'il a pu exploiter pour le rôle burlesque Cyrano de Bergerac, Gérard Depardieu est devenu une véritable icône du cinéma français. Quant à la comédienne Josiane Balasco, celle-ci a misé sur les rôles comiques pour asseoir sa popularité. Comme elle expliquait dans une interview, c'est avec les défauts physiques et la disgrâce qu'on fait rire le public. Et même Valérie Lemercier, qui a reçu de nombreuses critiques désobligeantes vis-à-vis de son physique à ses débuts, a tout de même réussi sa carrière de comédienne. En fin de compte, je crois que le domaine qui est le plus épargné par les dictats de la beauté, ce sont les humoristes. En définitive, pour résumer l'ensemble de ma vidéo, je dirais que non, la beauté n'est pas un critère déterminant dans la carrière d'un artiste. Heureusement, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, tels que le talent, le look et la personnalité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, à liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne afin de ne rien manquer de mes prochaines publications. Je te dis à bientôt.